45 avenue Victor Hugo, Aubervilliers, avenue des Généraux. Jacques et son apprenti. Ouais. Salut Jacques, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Lui. Il est là. Oh, l'apprenti. Bon, alors qu'est-ce qu'on a, Jacques? Aujourd'hui, on a reçu... Bonjour tout le monde. Bonne fête du 14 juin aux Français et aux résidents en France. J'ai décidé de vous faire ce live aujourd'hui en sachant que je m'étais promis de ne plus faire de live concernant cette affaire du décès du web comédien le nommé Samy Lenoir. Après vous en avoir fait, je crois, trois si je n'abuse. Et parce que j'avais dit l'essentiel sur le plan médical, parce que ce qui m'a toujours intéressé dans cette affaire et en général dans les affaires morbides,
qui défraie la chronique au Cameroun notamment, en Afrique en général, et dans le monde de manière plus générale, c'est les mécanismes de décès, les causes de décès et la responsabilité des uns et des autres, et notamment du corps médical. La bonne charité commence toujours par soi-même. L'honnêteté, en général, voudrait qu'on ne couvre pas cet art. L'honnêteté intellectuelle voudrait qu'on reconnaisse non seulement ses qualités, mais également ses défauts, ses lacunes. Parce que le scientifique est amené à se remettre en question pour progresser. Je sais une chose, c'est que je ne sais rien. Et en médecine, il y a une activité médicale qu'on appelle la revue de morbimortalité. La revue de morbimortalité. La revue de morbimortalité est ce moment médical au cours duquel les médecins et le personnel paramédical discutent des dossiers complexes, des dossiers compliqués, des dossiers qui ont la plupart du temps conduit, enfin, la prise en charge qui la plupart du temps a conduit au décès inattendu d'un patient. Et donc, toutes les spécialités qui ont pris en charge et qui sont susceptibles de pouvoir prendre en charge le décédé confondent leurs idées, ce qui a été fait, ce qui aurait dû être fait, ce qui n'a pas été fait. Et pourquoi ça n'a pas été fait? Quels sont les gaps? Quelles sont les lacunes? Est-ce que c'est un manque de moyens? Est-ce que c'est un manque d'expertise? Etc. On discute tout ça et on arrive à un consensus et on tire des conclusions et on prend des mesures. Il y a ce que les anglo-saxons appellent le take-home message ou take-home messages. Donc, les messages clés pour que ce cas n'arrive plus demain. Voilà comment on progresse en médecine. Voilà comment on progresse dans la prise en charge des malades. La remise en question. La discussion scientifique collégiale. Où il n'y a pas de mauvaise foi. Où chacun ne veut pas tirer la couverture de son côté. On essaie d'avancer comme ça. Et donc, moi, ce qui m'a toujours intéressé dans la chronique mortifère, cadavérique, qui ne cesse d'être récurrente au Cameroun, c'est justement de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. Du point de vue du scientifique, du médecin que je suis. Et il faut savoir que quand nous avons affaire à des cas médicaux litigieux qui finalement débouchent à une chronique judiciaire, le médecin a plus que jamais son rôle à jouer pour élucider le pan scientifique de la chose et aider donc les magistrats à voir clair et à prendre des décisions juridiques, pénales peut-être, mais qui sont le plus proche de la réalité possible. Parce que nous savons que la justice, elle est parfois injuste.
parce qu'elle mêle beaucoup de composantes, beaucoup de données de réalité d'enjeux qui parfois vont au-delà même du droit en tant que restaurer la vérité. Et donc, il y a une notion aussi, ce que je voulais vous dire en préambule, il y a une notion dans le monde de l'information aujourd'hui. L'information qui domine tout dans le monde. Aujourd'hui, sans l'information et avec son parallèle qui est la désinformation, le monde n'avance plus. Le monde avance malheureusement avec l'information d'un côté et la désinformation de l'autre. Les deux évoluent en parallèle. Et finalement, et j'ai envie de dire malheureusement, dominent sur tout. Et d'ailleurs, la désinformation est devenue l'ADN et le support par excellence de la gouvernance mondiale. La désinformation est devenue le support mondial de la gouvernance. C'est terrible. Et donc, les amoureux de la vérité ont intérêt à foncer dans ce qu'on appelle aujourd'hui le fact-checking. Le fact-checking. Et je vais vous donner une définition du fact-checking, voilà, que j'ai pris quelque part, qui veut dire la vérification des faits est une technique consistant d'une part à vérifier la véracité des faits et l'exactitude des chiffres présentés dans les médias. Dans les médias. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'information. C'est l'information qui gouverne, l'information véhiculée par les médias. Quels que soient les médias, que ce soit les médias classiques, conventionnels, ou alors les nouveaux médias que sont, entre autres, les réseaux sociaux. Donc, vérification des faits est une technique. La vérification des faits est une technique consistant d'une part à vérifier la véracité des faits et les attitudes des chiffres présentés dans les médias par des personnes publiques, voyez, par des personnes publiques, notamment des personnalités politiques et des experts. Et d'autre part, à évaluer le niveau d'objectivité des médias eux-mêmes dans leur activité. Personnalités publiques. On les a. Aujourd'hui, les personnalités publiques, les nouveaux experts, ce sont les influenceurs, les blogueurs, les vendeurs de rêves, tous ceux qui ont fait du réseau social leur nouveau employeur, leur bureau, pour distiller la désinformation. Et donc, il est urgent que dans chaque domaine, que les experts viennent essayer de rétablir la vérité. Par une discussion qui ne se veut pas dogmatique. Ce n'est pas les dogmes. C'est-à-dire, je dis quelque chose. Déjà, je dois avoir l'humilité de dire que je pense à 95%. C'est-à-dire que je laisse quand même 5% d'incertitude. Je pense à 95% que le mécanisme de décès de Samy Lenoir, c'est une embolie pulmonaire graisseuse. Et je développe mon argumentation. Et j'accepte qu'on me contredise, mais avec des arguments solides. Et après, le juge de paix qui est le temps va nous départager. Mais au moins par ça, j'aurai un peu contribué à essayer d'aller vers le fact-checking et de restaurer la vérité. Et d'autres gens aussi l'ont fait. Et aujourd'hui, en attendant l'autopsie, la probabilité que ce soit quand même ça, elle est assez importante parce que comme je vous ai dit,
J'ai interrogé 5 experts français. Et tous les 5 ont dit que c'est possible. Parmi les 5, il y a quand même 2 experts d'un service des plus réputés dans le monde, qui est celui de traumatologie, de l'orthopédie, de la chirurgie orthopédique, de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière. Là où a quand même été soigné le grand footballeur brésilien Ronaldo. Et 2 experts là-bas ont dit, c'est possible. Et après, nous avons eu l'étude marocaine. Là, on est déjà dans les données africaines. Parce que j'avais aussi dit que c'est pas parce que dans la littérature occidentale, on va dire que non, on n'a jamais vu. Qu'il faut appliquer ça au Cameroun, à l'Afrique. Parce que nous n'avons pas les mêmes conditions de prise en charge. Nous n'avons pas les mêmes conditions de prise en charge. Nous avons une prise en charge qui est greffée de beaucoup de tares qui font que c'est possible. Et les Marocains nous ont dit que c'est possible. Sur 11 malades d'une étude, 3 avaient une fracture de l'humérus. Là, on est déjà dans du factuel. Et ça, c'est le fact-checking. Et je remercie tous les internautes qui ont sorti cette étude, que moi, je ne connaissais même pas, parce que je ne lis pas aussitôt. Mais mon raisonnement scientifique, ma connaissance scientifique, la formation que j'ai eue m'a amené à faire un raisonnement logique et à me dire que non seulement c'est possible, et je pense que c'est ça. Et une étude marocaine est venue nous mettre d'accord, nous tous. Même ces orthopédistes camerounais qui ont voulu jouer aux intelligents en passant dans tous les réseaux sociaux, venir démentir ce que Aimé Boni a dit. Preuve encore que nous avons un sérieux problème de formation. Nous avons un sérieux problème de formation au Cameroun. Nous avons un sérieux problème de formation au Cameroun parce que l'État a tellement paupérisé le peuple, les scientifiques, que même ceux qui ont peut-être eu une bonne formation, parce que parfois c'est à l'étranger et tout là, une fois qu'ils sont rentrés au Cameroun, ils rentrent dans la réalité camerounaise, les difficultés camerounaises où le médecin est obligé de faire 4 jobs en une journée, 4 hôpitaux, 4 cliniques pour arrondir ses fins de mois, pour nourrir ses enfants. Vous pensez qu'il aura le temps de lire? Vous pensez que ce médecin-là a le temps de lire? Il n'a pas le temps de lire. Non seulement il n'a pas le temps de lire, mais en plus, comme il n'a pas le matériel pour travailler, il travaille dans des structures, même les hôpitaux de référence. Il travaille dans des structures où, parfois même, le simple bilan biologique, la numération en formule sanguine, NFS, pour savoir si on est anémie ou on n'est pas anémie et autres. Le matériel est en panne. Il voit les malades, il n'a pas de numération formule sanguine. Dans les hôpitaux de référence, je vous parle, je ne suis pas en train de vous parler des petits trucs là, je vous parle des hôpitaux de référence. Il n'y a pas de numération formule sanguine. On est obligé d'envoyer le malade dans un petit centre à côté où la fiabilité du résultat même est questionnable. Je vous parle de ce que moi, Aimé Boni, je vis au Cameroun, dans des hôpitaux de référence. Je vous dis que la numération formule sanguine, on ne peut pas faire. Le malade reste hospitalisé pendant des jours et des jours. Il n'a pas, vous ne savez pas s'il a anémie ou pas. Je ne vous parle même pas encore le bilan biologique, un peu plus les D-dimères. Les D-dimères qui font le diagnostic de l'embolie pulmonaire classique. La CRPC a une inflammation, je ne vous parle même pas de ça. Je parle seulement de l'animation formule sanguine. Alors, quand on va dans les choses compliquées comme le scanner et tout, au Cameroun, le scanner est en panne 1 jour sur 2, si ce n'est même 2 jours sur 3. Et quel scanner de mauvaise qualité?
Et comment vous voulez faire le diagnostic de l'embolie pulmonaire graisseuse? Comment un orthopédiste veut faire ça? Il y a beaucoup, je suis sûr qu'il y a beaucoup de médecins au Cameroun qui ont entendu parler de ce mot embolie pulmonaire graisseuse pour la première fois de ma bouche. Oh, je suis cardiologue. Même comme dans les pages de certains complotistes, là, quand vous voyez, on dit que la vie d'un généraliste vaut quoi devant un orthopédiste, on veut écouter. Donc, on m'a même transformé en médecin généraliste dans les sites complotistes du Cameroun. Et c'est même bien quand on dit que je suis généraliste, parce que beaucoup disent que je suis infirmier. Donc, quand un médecin généraliste que je suis vous apprend et apprend même à certains orthopédistes ce que c'est que l'embolie pulmonaire graisseuse, en sachant que 95% des causes d'embolie pulmonaire graisseuse, 95% sont dues en fait à une cause traumatologique orthopédique, fracture des os, et notamment les os longs. Mais il y a des orthopédistes aguerris ou en formation, là en Afrique, au Cameroun, qui n'avaient même jamais entendu parler de ça. Donc vous pouvez comprendre qu'ils n'ont même jamais vu ça. Or, ils ont déjà perdu des gens, hein. Comme on a perdu Maître Swap, le collectif qui défendait les intérêts des membres du MRC arrêtés. Cet avocat qui a eu une fracture, je ne sais pas trop de quel membre, quelque part, je crois, à l'ouest, qui a été transféré jusqu'à Yaoundé. Assis sur son lit, on a vu et tout, opéré, après, il est mort. Si on va regarder, ce monsieur a eu exactement la même chose que Samy Lenoir. Mais est-ce que, à cette époque-là, vous avez entendu parler de embolie pulmonaire graisseuse en tant que diagnostic différentiel de son décès? Est-ce que vous avez entendu ça, chers amis? Vous n'avez pas entendu ça. Personne dans les réseaux sociaux n'a parlé de ça. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que Aimé Boni, que je suis l'infirmier, ne s'était pas penché sur cette affaire? Parce qu'en fait, j'ai écouté ça de loin. J'ai écouté ça de loin, je n'ai pas essayé de comprendre et tout, j'ai écouté ça de très loin. Parce que je ne suis pas obligé de m'intéresser à tout. Mais là, cette fois-ci, je ne sais pas trop pourquoi, peut-être parce que beaucoup d'internautes m'écrivaient. Prof, c'est ton avis qu'on attend. C'est ton avis qu'on attend. C'est ton avis qu'on attend. Et j'ai donc décidé que bon, je vais un peu essayer d'aller regarder c'est quoi cette histoire-là de quelqu'un est parti à Kribi, il a eu un accident, une fracture de l'humérus, il s'est retrouvé à l'hôpital de la Caisse, bien portant, et le lendemain ou 2 jours après l'opération, il est décédé. Oui. Oui, là, je vais dire qu'attends, quand même, il y a quand même un problème. Et j'ai quand même pensé à Maître Swap, puisque c'est à peu près la même chose. Je me suis dit qu'attends, cette récurrence-là, sachez qu'en médecine, la recherche médicale commence par une qualité. Il faut avoir une qualité en médecine pour être un chercheur et pour être un bon chercheur. Il faut avoir la curiosité scientifique. La curiosité scientifique. Vous savez comment on est arrivé à la théorie de le théorème de la gravitation? Démontrer ça scientifique. C'est quoi la gravitation? Le savant qui a apporté cette démonstration a juste observé comment une pomme, il est assis
sous son arbre et une pomme qui de son arbre et tombe par terre. Qu'est-ce qui fait tomber la pomme? Quelles sont les forces physiques qui font tomber la pomme? Et vous commencez à réfléchir, vous dites, mais attends. En médecine, c'est la même chose. Pendant longtemps, en médecine, en cardiologie, on savait que si vous avez une insuffisance cardiaque, votre cœur est faible. Vous ne devez pas avoir une classe médicamenteuse qu'on appelle les bêta-bloquants. Les bêta-bloquants bloquent des récepteurs qui sont au niveau du muscle cardiaque. Des récepteurs qui empêchent le cœur de se contracter. Ça bloque les récepteurs bêta 1. Et donc, pendant longtemps, quand j'étais encore en début de formation médicale, c'était une contre-indication de donner les bêta-bloquants aux malades parce qu'on allait aggraver leur situation. Mais, à la faveur d'une prise de bêta-bloquant un peu par hasard, un malade s'améliore. On se dit, mais attends, c'est quoi ça? Et les gens vont faire des recherches. Ils se rendent compte que le muscle cardiaque qui est fatigué, il a perdu de l'énergie. Et quand vous n'avez plus de l'énergie, vous faites quoi? Vous vous repliez sur vous-même. Vous vous reposez. Le repos là va vous permettre de restocker l'énergie et après de pouvoir performer. C'est pour ça par exemple que la nuit est faite pour dormir. Si vous dormez suffisamment la nuit, le lendemain, vous récupérez votre énergie et vous êtes en forme. Donc, on s'est rendu compte que en fait, ce bêta-bloquant qui va donc bloquer les récepteurs, empêcher les hormones qui sont là plutôt pour accélérer le cœur. Alors que le cœur n'a plus de l'énergie, donc n'a pas besoin de travailler. L'adrénaline va donc être bloqué par les bêta-bloquants. Et le fait de bloquer ça là, le cœur va se reposer, va travailler doucement, mais va se reposer. Pendant des jours, des semaines, des mois, le cœur se repose. Et il régénère donc son stock d'énergie. Et le fait de régénérer son stock d'énergie va faire qu'après, il va avoir la force pour mieux se contracter. Donc, on augmente la force contractile du muscle cardiaque paradoxalement. Et on est alors allé faire des études maintenant sur les grandes populations pour comparer ce médicament à ne pas donner ce médicament. On s'est rendu compte que les bêta-bloquants sont plutôt indiqués dans l'insuffisance cardiaque. Ce qui fut une époque où c'était interdit. Aujourd'hui, c'est devenu, si vous ne donnez pas ça, vous pouvez aller en prison. On appelle ça la curiosité scientifique. Cette curiosité scientifique, je suis désolé pour vous le dire, beaucoup de médecins en Afrique, et notamment au Cameroun, n'ont pas ça. Et ils n'ont pas ça, entre autres, parce que ils ont faim. Parce qu'on a faim. Parce que ventre affamé n'a point d'oreille. Et voilà comment on est passé à côté de l'affaire SWOP. Parce que si des orthopédistes s'étaient penchés sur le problème et avaient dit, mais comment tant, quels sont les examens qu'on a même fait? Allons bien rechercher s'il y a, et demander même l'autopsie. Est-ce qu'il y a eu l'autopsie de Maître SWOP?
Et quand on fait une autopsie, il faut même faire une autopsie ciblée parce qu'on sait déjà ce qu'on recherche. Donc on va bien disséquer les poumons. Si on avait disséqué les poumons de Maître Sow, peut-être qu'on aurait trouvé là des îlots de graisse dans les poumons, dans la vascularisation pulmonaire. Et on se serait dit, ah, désormais. Alors que lui, c'était aussi, je crois, une fracture d'un membre supérieur. Hein. Donc, même le membre supérieur, ça peut donner ça. Hein. Bon, il faut qu'on fasse attention. On aurait fait attention. Et donc, la prise en charge de Samy Lenoir aurait été plus appropriée. Mais personne n'a pensé à ça. Aucun orthopédiste n'a pensé à ça. Même Samy Lenoir, aucun orthopédiste n'a pensé à ça. Il a fallu qu'un cardiologue vienne alerter. Pour qu'on se dise, ah, peut-être, non, c'est impossible. Bon, non, finalement, c'est devenu possible. Donc, on sait déjà, les Marocains nous ont dit que oui. Les Marocains nous ont dit que oui. Est-ce qu'il y a une étude camerounaise? Est-ce qu'il y a une étude camerounaise sur cette histoire? Non. Sinon, apportez-nous les données. Il n'y a pas d'étude camerounaise. Parce que nous n'avons pas la curiosité nécessaire. Donc, je vous ai dit qu'il est important que les scientifiques apportent des réponses à des questions qui sont posées. Et soit le contrepoids des conspirateurs, des fossoyeurs, ceux qui véhiculent les fausses informations dans un domaine qui n'est même pas le leur, pour nous détourner de l'essentiel. Et moi, je vais donc vous recentrer le débat. Comment? Je reçois beaucoup d'informations en inbox. De temps en temps, je vais dans les réseaux, mais je ne vais pas trop dans les réseaux. Je n'ai pas trop le temps. Malheureusement, on me fait parvenir des informations. Parfois des liens, et je vais donc regarder. Et j'ai eu des documents qui, si le procureur de la République, les magistrats qui s'occupent de cette affaire, puisque je me rends compte qu'on est arrivé déjà à une histoire compliquée judiciaire. Puisque j'ai appris qu'on a interpellé beaucoup de personnes, il y en a qui ont été en garde à vue et beaucoup ont été interrogés dans une enquête qui est devenue une enquête judiciaire. Donc, j'ai en ma possession des documents que je vais analyser sur le plan purement scientifique, dans une démarche de fact-checking. Et que si les magistrats font bien leur boulot, beaucoup de gens iront en prison. Je me répète, j'ai des documents que je vais vous analyser avec le regard d'un médecin, d'un chercheur, d'un scientifique que je suis, et que si le procureur de la République fait bien son boulot, il va envoyer des gens en prison. Les gens iront en prison. Si on fait bien le boulot au Cameroun. Et ça devra servir de leçon à tous les marchands de la mort
à tous les businessmen de la mort qui fleurissent au Cameroun, qui fleurissent en Afrique, qui fleurissent dans les réseaux sociaux, n'importe comment. Les gens iront en prison. Ce sera le serpent qui se mord la queue. J'ai des documents que normalement, le corps médical devrait analyser. Mais les gens ne font rien. Ils sont paresseux. Ils sont indifférents. Ou incompétents. C'est terrible. C'est terrible. Alors, ces documents que j'ai, je dois vous les montrer et les commenter comme dans un cours magistral. Alors, il se trouve que l'application que j'ai n'est pas terrible et quelqu'un devrait venir hier soir m'installer une autre application pour que je puisse bien vous montrer. Mais malheureusement, contre-temps, n'a pas pu. Et j'ose croire que, enfin, certainement que d'ici ce soir, j'aurai installé quelque chose qui me permettrait donc de vous montrer ça. C'est pour vous dire que, malheureusement, je renvoie le clou du direct. Les éléments à vous montrer, à vous analyser, dont devrait se servir la justice pour envoyer des gens en prison. Vous aurez ça à 19h à Kribi, 20h à Paris. Tout sera déjà prêt. Et on va aller droit au but. Et après, comme j'ai souvent fait, vous allez intervenir pour avoir des précisions, pour échanger. Et puis nous allons conclure. Mais je vais vous démontrer ce soir que le business de la mort est devenu florissant sur Internet. Et que ce n'est pas normal. Et le fait que le corps médical ne prend pas ses responsabilités, c'est aussi une atteinte, enfin, c'est une non-assistance à peuple en danger. Et que ça doit interroger. Je ne parle même pas de la responsabilité de l'État, qui doit pouvoir réguler certaines choses. Mais là, l'État a une occasion idoine de frapper fort par le biais de la justice. Et moi, je vais donner donc matière pour ça. Donc, ce soir, 19h, Cameroun, Afrique centrale, 20h, Paris, nous parlerons de la mort de Samy Lenoir et toutes les malversations autour de ce décès qui est devenu bankable. Bankable, bien sûr à cause du manque d'offres de soins adéquats au Cameroun, de la non-implication du corps médical, de l'indifférence du corps médical, et même en partie de l'incompétence de ce corps médical, en sachant qu'il y a beaucoup de brillantes personnes, de brillants médecins dans ce pays,
travaillant pour la plupart du temps dans des conditions de guerre. Mais le problème, c'est que, comme ils ne dénoncent pas ça suffisamment, ils deviennent complices de cette médiocrité. On ne peut pas toujours avoir peur de tout, de parler, de dire que, mais attends, donnez-nous les conditions, voilà, vous vivez bien là-bas, on donne 1 million par mois à des députés qui ne servent à rien du tout. On leur donne de l'argent des micro-projets, on ne sait pas quel micro-projet ils ont fait, qu'un conseil économique et social qui ne sert à rien, qui doit disparaître. On nous dit que refaire la maison, même si elle est une maison officielle, mais bon, elle sert à quoi? À rien du tout. À 2 milliards? Non, on grève. Non, vous ne pouvez pas entendre ça. Vous ne pouvez pas entendre ça du Camerounais, du médecin. Parfois, moi j'ai honte d'appartenir à ce corps médical. Il n'y a pas plus lâche, plus méchant, plus jaloux que le médecin. Et notamment le médecin camerounais. Ils savent venir vers moi quand il faut que je leur sauve dans leur histoire d'élection à l'ordre des médecins. Là, oui, on sait que Aimé Bonny existe, on me félicite, les gens m'appellent, ben, tu ne veux pas, machin, truc et tout ça là. Quand je suis en danger, que Femme Ndongo et sa bande, directeur et tout ça là, ben, Maurice Aurélien Soso, qui est même mon oncle, ils veulent me tuer. Le corps médical ne se lève pas. Et ils observent, ils laissent des marchands de mort venir prospérer, se faire de l'argent, comme s'ils viennent pleurer leurs frères, amis, collègues, comédiens. Non. Non. Je vous ai dit que chacun doit marcher avec son cercueil. Parce que malheureusement, ce n'est pas le dernier cas. On est dans la notion de au suivant. Beaucoup là ont déjà eu beaucoup d'argent depuis que ce bonhomme-là est décédé. Mais ils attendent maintenant le cas suivant. Quelqu'un me dit là que Rémi Ngono a fini avec les détracteurs de... je sais pas. Je sais qu'il fait du bon boulot. Moi, personnellement, je trouve qu'il fait du bon boulot. On ne peut pas être parfait. On ne peut pas avoir des informations véridiques dans tous les cas. Ça n'existe pas en médecine. Comme le impossible, l'embolie pulmonaire gazeuse du membre supérieur impossible. Vous voyez moi un peu comment les médecins camerounais parlent. Impossible. Ou en médecine, on dit que impossible. Le mot impossible ne doit pas exister en médecine. Donc, s'il a confondu les détracteurs, je ne sais pas, je ne vous ai pas encore dit quelle est ma position, qui est détracteur, enfin, du point de vue scientifique, qui a fait quoi, qui a menti, machin, je ne sais pas. Mais je dis que moi, les éléments que je vais vous apporter, sur le plan scientifique, médical. Je ne suis plus dans l'histoire du diagnostic. Moi, j'ai déjà fini avec vous, hein, avec le diagnostic. Moi, vous avez déjà donné ma part de diagnostic. Maintenant, que les sachants viennent me démentir, mais pas avec les mots villageois du type c'est impossible. Quelqu'un a déjà pris en charge des malades. Il a fait des opérations des fractures et tout. Sur 100 malades, peut-être 20 seulement de ces malades ont eu un scanner pulmonaire thoracique. Parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ou alors le scanner en panne. Beaucoup n'ont même pas eu des dédimères.
Je ne parle même pas de l'IRM, ils ne savent même pas ce que c'est. Et un type comme ça va venir me parler. Il va venir s'adresser à moi en disant qu'il raconte des bêtises et tout, là, c'est impossible. Quelle médecine? La médecine d'un pays en guerre. Donc moi, j'ai déjà fini ma part là-bas en termes de diagnostic. Je vous ai dit, pour moi, quel est le mécanisme de décès. Maintenant, tout ce qui tourne autour. Oui, là maintenant, je m'intéresse à tout ce qui tourne autour, mais sous le prisme de la médecine. Les éléments médicaux. Comment comprendre que des bandits sont venus prospérer, faire du business dans cette affaire de décès. Et donc là, on rentre dans de la malveillance caractérisée. Et j'espère que les magistrats vont trouver un article de loi pour les envoyer en prison. Parce qu'il faut les neutraliser. Je dis encore que je vais juste vous utiliser le temps médical. Pour envoyer les gens en prison. Et que les internautes qui sont toujours là avec des fausses questions bizarroïdes. Quelqu'un m'a dit que le problème c'est que sur Internet, 80 ou 90% des gens sont des profanes non seulement, mais un niveau de discernement qui demande à être amélioré. C'est le boulot de Femme Ndongo. Et tout, c'est démembrement. Des ministères, de l'enseignement secondaire, de machin, tout là. Mais, Femme Ndongo. Ouais. Un pays où un ministre reste en poste pendant 20 ans. Un pays où un ministre reste en poste pendant 20 ans. Et quand vous voyez le résultat, quand vous voyez le niveau de formation de nos médecins. Donc j'imagine que le niveau de formation de toutes les professions, toutes les composantes éducatives du Cameroun. Vous vous imaginez quand un spécialiste ne sait pas qu'on ne dit pas impossible en médecine. Quand un spécialiste en médecine ne sait pas qu'on ne dit pas impossible en médecine. Entre nous, vous voulez dire qu'il a fait une bonne école. Et Femme Ndongo va venir nous faire ses discours. Bon, il faut que je sois respectueux. Le professeur Femme Ndongo, ministre d'État de l'enseignement supérieur, va venir nous dire que la formation, tout est bon, machin truc, c'est excellent, et tout ça là. Vous-même, regardez. Quand un spécialiste dit que impossible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce spécialiste n'a jamais ouvert un bouquin. Ça veut dire que ce spécialiste ne sait même pas ce qu'on appelle la revue de la littérature. Parce que, comme il n'y a certainement pas beaucoup d'études en Afrique, je vous dis qu'il n'y a pas beaucoup d'études en Afrique, hein.
Les gens n'ont pas le temps, les moyens et tout ce que vous voulez là pour faire des études. Il n'y a pas beaucoup, dans tous les domaines, il n'y a pas beaucoup d'études. Quand un spécialiste africain qui est supposé savoir, parce qu'il a appris ça à l'école, que l'embolie pulmonaire graisseuse existe, et que 95% des cas sont du domaine de la traumatologie. Donc quand un spécialiste de traumatologie n'est même pas au courant que l'une des rares études africaines faites par les Marocains existe, excusez-moi, ça veut dire qu'il n'est pas spécialiste. Ça veut dire qu'il n'est pas un bon médecin. Je suis désolé, c'est de ça qu'il s'agit. Et qu'il faille que c'est des gens... Moi, parmi les gens qui m'ont envoyé ça, il y a une infirmière de Suisse qui, pendant que je faisais le live et tout, elle allait checker et tout. Et donc, ça lui a pris quelques secondes. Donc, un spécialiste, donc, il est spécialiste depuis peut-être 10 ans, 20 ans et tout, là, lui, il ne sait pas ça. Moi, je vous dis encore que vous là qui tournez le dos à ceux qui apportent une critique positive au Cameroun, vous oubliez une chose, c'est que vous êtes en train de vous-même fabriquer vos cercueils. Vous fabriquez vos cercueils. Parce que ça va vous arriver. Ça va vous arriver. Gabriel Nandjip est parti. J'aurais aimé qu'il fasse davantage, mais il a fait. J'ai vu l'une de ses productions où il parle de l'état des routes et tout ça. Bon, il est parti. L'autre, je ne sais pas trop ce qu'il faisait, mais beaucoup d'artistes ne font rien. Oh, c'est eux qui sont en train de partir là maintenant. Ceux-là qui ont une voix qui porte, qui sont suivis par des gens qu'il faut éduquer. J'apprends qu'il y a un autre là, je ne connais pas son nom parce que moi, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Donc quand les gens me disent, il a été acheté. Comment l'appeler? Je crois que c'est Karimo, je crois que c'est ça, non? Karimo l'a acheté et tout. Je rigole doucement. J'ai entendu ce nom pour la première fois quand les élèves ont commencé à m'envoyer des trucs. Prof, on attend ton avis sur cette affaire-ci là. On attend ton avis. C'est comme ça que je vais m'intéresser à ça et j'entends parler de Karimo Empire et tout ça là. Je ne savais même pas. Moi, je ne suis pas un 2.0. Moi, je suis la vieille garde. Je ne connais pas ces choses-là. Je ne vais pas sur Internet. Et puis moi, vous me voyez en train d'aller regarder les personnes qui font une activité qui est loin de ce que moi, je pourrais conseiller en tant que médecin. Bon, moi, je ne juge pas. Chacun fait ce qu'il peut faire, ce qu'il trouve à faire. Voilà. Et qu'en plus, dans ça au moins, le côté positif de la chose, j'ai appris qu'elle emploie du monde. J'ai appris là qu'on devait la réunion à Kribi, les agences, donc au moins elle emploie du monde. Bon, même si c'est dans un domaine qui sur le plan sanitaire, ça me pose un problème. Il faut être pragmatique. Si elle ne le fait pas, il y a beaucoup de gens qui font d'autres choses. Bon, moi je ne juge pas. Mais je dis que je ne connais pas cette personne. Je ne la connais pas. C'est-à-dire que si là, je rencontre cette personne-là un jour en route, je ne sais pas si je vais la reconnaître parce que, c'est pas parce que vous avez eu une photo une ou deux fois. Je ne connais même pas. Et on dit qu'elle m'a acheté. Moi, je ne sais pas trop ce que cet empire génère comme argent. Comme CFA. Combien elle paye ses employés.
Je ne sais même pas. Mais dire qu'un médecin, cardiologue, exerçant en France, va être acheté par une personne qui se débrouille au Cameroun. Et qui se débrouille bien, certes, qui se débrouille. Je reste simplement sur ce côté-là. Le seul côté que peuvent comprendre, encore, pourraient comprendre des gens qui ont un niveau de discernement quand même à améliorer. Et maintenant, pour les gens qui me connaissent, qui connaissent mon parcours, depuis au moins 30 décennies, qui savent qui je suis, imaginez même ce genre de choses. Pour moi, Amiwoni, je vais laisser la vérité pour aller dealer, pour avoir combien de francs CFA. Parce qu'en plus, quand vous m'avez donné francs CFA là, il faut que je convertisse ça en euros. Pour que ça vienne ici en euros. Les gars, on se voit à 19 h au Cameroun et je vais vous apprendre des choses. Voilà. Tu as reçu ton argent, pardon, laisse-nous pleurer Samé. Donc, est-ce que la prise en charge de fibrillation cardiaque est efficace au Cameroun? Enfin, la fibrillation atriale est... elle est médicamenteuse, mais aussi par des techniques ablatives. Médicamenteuse, on peut soigner la fibrillation atriale, mais ça a des limites parce que il y a des antiarythmiques qui ne sont pas disponibles au Cameroun. L'anticoagulation moderne d'aujourd'hui est inaccessible pour beaucoup de par son coût, par exemple. Voilà, donc les gens font ce qu'ils peuvent. Et sur le plan du traitement définitif par de l'ablation, on va dans le cœur et on brûle des foyers d'arythmie. Donc ça se fait pas au Cameroun. Pour l'instant, ça se fait pas. Mais il y a une équipe à Douala qui pourrait le faire potentiellement. Mais ça demande quand même des moyens. Et puis, Mélissa Perth me fait un coucou et je lui fais aussi un coucou. Puisque d'ailleurs, c'est elle qui m'a envoyé Enfin, c'est l'une des personnes qui m'a envoyé l'article marocain. Voilà, donc c'est que la fibrillation atriale, comme beaucoup de maladies cardiovasculaires au Cameroun, enfin, maladies cardiovasculaires, la fibrillation atriale a une prise en charge qui demande à être améliorée au Cameroun. Ouais. Alors, qu'est-ce que je vais encore lire? Ils vont essayer de vous faire taire. Ils vont essayer de vous faire taire. Qui ils? Bravo docteur pour ce direct. C'est moi qui vous remercie d'être nombreux. Parce que vous êtes quand même assez nombreux. Là, tant sur TikTok que sur Facebook. Ils ne savent pas c'est quoi un docteur en plus. Non, il faut en plus peut-être payer même une aide soignante. Laissez ces villageois, laissez ces villageois broussards qui sont là au Cameroun. Ils ont même du mal à savoir s'ils vont manger le lendemain. Ils viennent m'insulter. Moi, je regarde même plus ça là. Avant, je disais même que je bloque
tous les gens qui sont impertinents, mal élevés, tout. Mais il faut même les laisser. Je demande à ma community manager de ne même plus bloquer. Laissez ces gens étaler leurs bêtises. Faut les laisser parce que allez même regarder, fouiller, commencer à enlever les gens et tout. Bon, faut les laisser. On fait quoi avec il faut un peu de tout pour faire un monde. Voilà, il faut un peu de tout pour faire un monde. Un cardiologue en clientèle privée en France qui emploie une assistante, qui a un secrétariat avec plusieurs secrétaires. Le salaire simplement de l'assistante d'un médecin, d'un cardiologue en France, son salaire avec les charges patronales, je suis persuadé que ça paye tous les journalistes d'Equinox. Le salaire plus les charges patronales de mon assistante ici en France. Je ne parle pas encore des secrétaires, pas l'assistante. C'est-à-dire que celle qui reçoit les malades, qui les check, qui prend les paramètres et tout ça là, qui installe son salaire et ses charges patronales. Puisque, c'est pas au salaire Cameroun. Elle fait des cotisations et vous faites cotisation pour elle. Assurance maladie, machin truc là, l'équivalent de CNPS, tout ça là, dedans. Ce que je débourse par mois pour elle, ça paye tout le personnel d'Equinox par mois. Je suis persuadé que les bénéfices des personnes qui m'auraient acheté n'atteignent même pas ma journée de consultation. C'était une journée de consultation de 9h à 19h. Les Camerounais sont simplement des villageois qui pensent que comme on les a paupérisés, comme les dirigeants ont décidé de faire d'eux des mendiants, donc tout le monde est mendiant. C'est-à-dire qu'au-delà de ma personne, quand un Camerounais s'imagine même que une femme qui se débrouille, et je lui dis bravo, de par son parcours, que j'ai quand même lu ici et là, de par son parcours, de par son background, qu'elle arrive à faire ce qu'elle fait là, jusqu'à employer des gens. Je dis bravo. Mais qu'on s'imagine qu'une femme comme ça là, peut payer, corrompre, je ne sais pas trop quoi, un professeur de médecine, cardiologue, praticien hospitalier en France. Le pays là est maudit. Vous êtes maudit au Cameroun. Et les seuls gagnants de cette situation-ci, du fait que les Camerounais n'ont même plus les neurones dans la tête, les seuls gagnants, c'est le pouvoir en place. C'est les hommes du pouvoir en place qui sont les seuls gagnants. Ce sont ces personnes-là. Ce sont les personnes
au pouvoir qui gagne à voir un peuple être aussi abruti. Parce que c'est des abrutis qui peuvent penser comme ça. Au-delà de mon parcours de combat que vous connaissez ou vous êtes censé connaître, parce que je suis désolé, tout ce que je fais comme combat public depuis déjà des années, s'il y a des gens qui me découvrent seulement aujourd'hui là, ça même c'est un problème. C'est un problème. Ça veut dire qu'en fait, la seule chose qui vous intéresse, c'est les histoires de fesses, de piment, de Njangsang et de tout. Ce n'est que ça qui vous intéresse. Et donc, quand les fanatiques d'Equinox disent même qu'on t'a donné la visibilité, quelle visibilité, puisque beaucoup de gens même me découvrent, m'ont découvert à la faveur du décès de Kabwe Nandjip et mon live ou mes lives où j'ai expliqué ce qui s'est passé. Et après d'autres, là maintenant. Donc ça veut dire qu'en fait, les équinoxes et tout ça, ça ne vaut même pas la peine. Les gens, c'est même pas la peine de passer dans ces médias-là, puisque de toute façon, personne ne regarde même plus ça. Il vaut mieux développer sa communauté et leur parler quand on peut pour éduquer ceux qui veulent être éduqués. Et ceux qui veulent insulter, qui viennent insulter. C'est tout ce qu'il faut faire maintenant. Donc, ce soir, je vais vous apprendre quelque chose. Je vais vous faire un enseignement inédit. Soyez connectés. Non, donc tu me décourages avec Equinox. On t'a dit que ce n'est qu'Equinox que je suis passé. Avec Equinox, je suis passé dans beaucoup d'autres médias, parmi lesquels Canal 2. Même Canal 2 même qui m'a aussi abandonné aujourd'hui. Canal 2 qui n'a jamais parlé de mon histoire de tentative d'assassinat. Canal 2. Or, j'ai amené Canal 2 à une autre dimension pendant la Covid. Sachez-le donc. Beaucoup de Camerounais m'ont découvert pendant la Covid, où j'ai fait des émissions. J'ai été celui qui a fait le premier Skype sur Canal 2. Canal 2 n'avait jamais fait. Equinox faisait ça. Avec des intervenants à l'étranger. Oui, Equinox par exemple faisait ça. Equinox a même fait ça avec moi. Après m'avoir boycotté pendant longtemps, ils ont fait un Skype avec moi. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que je suis le premier, peut-être le seul Africain à avoir contredit Didier Raoult. Je suis peut-être le seul scientifique africain, d'origine africaine, à avoir publiquement contredit Didier Raoult avec son histoire d'hydroxychloroquine. Et ma première publication, c'était une tribune dans un journal pro-russe, Sputnik. Enfin, un journal, c'est un média qui fait télé et puis newspaper. Donc une interview donnée dans ce média-là qui a une diffusion africaine très importante. Et ça a circulé comme ceci était inespéré. Et donc, les gens commentaient. Et puis c'était quand même inédit. Quelqu'un qui dit que non, l'hydroxychloroquine c'est dangereux pour le cœur, on le sait. Surtout dans son cocktail Molotov avec l'azithromycine. Oui, il y a des troubles du rythme cardiaque qu'on aura si on prend ça. Et
et qu'en plus, le protocole de Raoul est bidon. Je l'ai dit. Je l'ai dit sur la base scientifique. C'est ce qu'on appelle le fact-checking. Moi, je vous dis que je suis dans ça depuis, parce que j'ai appris ça à l'école. Didier Raoult a fait une fausse étude, un mauvais protocole. Et en plus, dans un protocole d'étude, vous mettez les critères d'inclusion. Donc, pourquoi est-ce que vous donnez un médicament à un malade? Et vous mettez les critères d'exclusion. Pourquoi vous retirez celui qui doit avoir, mais vous ne lui donnez pas parce qu'il a tel ou tel problème qui fait que normalement, vous ne devez pas lui donner le médicament. Et j'observe que parmi les critères d'exclusion de l'étude de Raoult à Marseille, il a mis là les causes cardiaques du fait qu'on enlève les malades de l'étude. Avant de vous parler des causes cardiaques, je vous parle des autres causes. Raoult a enlevé des malades qui étaient graves. Puisqu'il donnait son médicament à tout le monde, il a enlevé, donc il n'y avait pas un bras comparatif, ce qui est déjà une faute méthodologique. Et donc, il retirait de l'analyse certains malades graves qui sont décédés. Mais ça, c'est du banditisme médical. Tu veux démontrer qu'un médicament est efficace. Et pour démontrer l'efficacité, tu enlèves des malades, certains malades, que tu sais que ceux-là, ils ne vont pas t'aider à démontrer que le médicament est efficace. Tu les enlèves de l'analyse. On appelle ça falsifier les données. Raoult a falsifié les données de son étude. C'est pour cette raison que l'hydroxychloroquine n'a jamais été validée dans les pays sérieux, les pays développés, les pays où on fait la science de manière rigoureuse, pas la science de la guerre du Cameroun de l'Afrique, où les gens ne savent même pas aller lire pour savoir que les Marocains ont démontré que. Ce n'est que dans les pays comme ça là, les pays à gouvernance bananière, que Raoult est venu faire son show et donner son hydroxychloroquine et azithromycine. Dans les pays sérieux comme en France et tout, c'était interdit. Parce que ici là, il y a des scientifiques. Nous sommes des scientifiques. On a appris ça à l'école. Tant, avant de donner. Raoult n'a pas fait ça. Et donc, concernant les maladies cardiovasculaires, les patients qui avaient certains problèmes cardiovasculaires, que Raoult dit donc que bon, ceux-là on les a exclus. Quand je suis allé lire ça, j'ai compris que celui-là n'est pas sérieux. Parce que il nous disait qu'il éliminait, si tu avais un bloc de branche droit, un bloc de machin truc là, je vous assure que... Et en plus, il dit là que dans son équipe multidisciplinaire de l'étude, c'est effectivement dans les cardiologues de Marseille qui ont donc analysé le côté cardiologique. Ce n'est pas possible. Le service de cardiologie de l'hôpital à Timone à Marseille, c'est quand même l'un des plus grands services de cardiologie de France et du monde. Et le patron de ça, le professeur Jean-Claude Haro, c'est pas un neuneu. Il ne peut pas avoir exclu de la prise de l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, un malade qui a un bloc de branche droit. Impossible. Le bloc de branche droit est une banalité en médecine, en cardiologie. C'est une banalité. Beaucoup de gens ont ça, c'est rien. Sauf à quelques exceptions près, c'est rien. Sauf si c'est associé à d'autres troubles de la conduction cardiaque. C'est rien. Et dit que vous avez éliminé des malades qui ont un bloc de branche droit, ça veut dire que vous ne connaissez pas la cardiologie. Or, l'hôpital à Timone, tous les cardiologues qui travaillent là-bas connaissent la cardiologie. Ce que ça veut dire? Ça veut dire que Raoult a menti. Il a juste enlevé comme ça, là, ils ont fait les trucs là, entre eux, là, une cuisine et un tel, là. Donc, on appelle ça, là, la falsification des données. J'ai donc fait une lettre ouverte. Non, j'ai fait ce qu'on appelle le letter to the editor
ou encore The Correspondence, à la revue scientifique qui a publié l'étude de Raoult, en leur disant que j'observe ceci, c'est des éléments qui tendent à prouver que ce monsieur n'a pas raison et que ces données ne sont pas bonnes. Cette revue, et ça c'est la pratique normale dans la recherche scientifique. Vous publiez une étude. Déjà, vous soumettez votre étude à la revue. La revue commet 3 arbitres pour analyser votre étude. Et des arbitres, c'est des experts du domaine. Pour analyser votre étude. Arrive à la conclusion que cette étude-là peut être publiée. Ou alors, elle demande une amélioration. Et vous resoumettez. Et in fine, on accepte ou on rejette. Et quand c'est accepté, c'est publié. Quand c'est publié, maintenant le monde scientifique lit et commence à analyser, critiquer. Et si vous estimez que vos critiques sont pertinentes, vous écrivez une lettre officiellement à la revue en leur disant que, écoutez, moi j'observe que ceci. Si la revue considère que vos remarques sont pertinentes, elle accepte de publier ça. Pour que dans la littérature maintenant, il y ait l'article principe, mais il y a aussi donc les critiques publiées. Et le monde continue donc à analyser et machin tout. Ça fait qu'in fine, votre étude, si elle reçoit beaucoup de critiques positives publiées ou négatives, selon que c'est, enfin, le positif est prépondérant, votre étude devient une référence qui va influencer positivement les recommandations sur la prise en charge de cette maladie-là. Si les critiques sont négatives, ben évidemment, votre étude ne va pas influencer les recommandations. C'est-à-dire que l'hydroxychloroquine n'est finalement pas rentré dans les recommandations des sociétés savantes, des pays sérieux et des continents sérieux. Parce que les critiques négatives étaient nombreuses, parmi lesquelles votre modeste serviteur. J'ai contribué à ne pas faire prospérer l'imposteur Didier Raoult en Occident. Moi, Aimé Boni, j'ai contribué. Vous partez dans la littérature. Des gens scientifiques qui savent faire la recherche littéraire. Vous partez dans PubMed. Vous tapez Aimé Boni, hydroxychloroquine, des mots-clés. Vous allez voir ma lettre à l'éditeur. Dans la publication, enfin dans la revue scientifique qui a publié l'article de Didier Raoult qui fait que Manaouda Malachi, dans ses velléités de bouffer l'argent à la Covid, avec sa collègue de l'enseignement supérieur, celle de, comment vous l'avez appelé encore, elle avait dit quoi, les chauves-souris ou les pangolins, on ne sait pas trop quoi. Ils se sont pressés de mettre hydroxychloroquine, azithromycine dans le protocole camerounais. Alors qu'on ne fait pas la recherche au Cameroun. Et que ceux-mêmes qui font la recherche n'avaient pas mis ça dans leur protocole. Sur quelle base, expliquez-moi, sur quelle base beaucoup de pays africains, les Sénégalais, les Gabonais, les machins, les Nigériens, les Camerounais, ont mis le médicament de Raoult dans leur protocole de soins des malades. Alors que les gens qui font la recherche ici là-dehors, qui ont cherché, avec beaucoup de protocoles, beaucoup d'études, beaucoup de gens ont analysé ça. Personne n'est arrivé à démontrer ce que Didier Raoult nous dit que lui il a trouvé. Sauf certains de ses amis chinois un peu bizarres là. Personne. Personne. Moi, je posais vous la question, vous pensez que les Blancs sont suicidaires, ils veulent mourir. Vous avez vu comment la Covid a paralysé le monde entier, l'économie mondiale européenne. Certains présidents ont même failli mourir, ont été atteints de ça. Et vous voulez dire que l'hydroxychloroquine, ils savaient que c'est efficace. Et ils n'ont pas mis ça dans le protocole. Ouais, les Africains. C'est la malchance ou quoi? Nous sommes maudits. Nous sommes maudits.
Didier Raoult, le professeur Didier Raoult a fait du banditisme. Et il faut avoir un certain niveau de formation scientifique pour comprendre ça. Aller au-delà de l'aspect purement, comment je vais même dire ça là, affectif. Parce que les Africains marchent beaucoup avec l'affect et c'est ça qui nous tue. Oh, il est né au Sénégal. Oh, c'est un Sénégalais. Oh, c'est un Africain. Oh, il défend l'Afrique. Oh, les films veulent nous tuer. Oh, lui, son médicament n'est pas cher et tout ça. En science, on ne raisonne pas comme ça. Je suis désolé. Ça, c'est l'affect. Ce n'est pas la science. Pour preuve, est-ce que vous savez, ça n'a pas fait grand bruit, est-ce que vous savez que, à un moment donné, le ministre Manaouda Malachi a retiré l'hydroxychloroquine azithromycine dans le protocole camerounais? Est-ce que vous le savez? Beaucoup de gens ne le savent pas. Parce que ça n'a pas été communiqué. Je vais vous sortir les documents prochainement. Après avoir frappé la poche des Camerounais et l'argent des bailleurs de fonds, a donné à Madeleine Chuente que tu as dit que tu veux nous fabriquer des hydroxychloroquine. Bon, voici ta part. On nous montre un faux matériel du 19e siècle. On dit que ça qu'on va fabriquer les comprimés d'hydroxychloroquine avec ça, un machin, truc et tout. Pour après qu'on apprenne qu'ils sont allés commander les choses ici en Chine ou en Inde et tout ça là. Vous savez, quand on va commander, on dit aux gens on dit que ça a coûté 5 francs le comprimé, alors que c'est 1 franc, 4 francs, multiplié par des milliards de comprimés. Vous comprenez? Tout ça fait exprès parce que, même quand les opérateurs de dire que l'affaire là n'a rien montré, et que vous avez des scientifiques camerounais qui sont sérieux, qui conseillent Manaouda Malachi, qui ont certainement dit à Manaouda que, ben écoute, l'affaire là, ça n'a rien démontré. Comme la mentalité de l'Africain, ces gens ils sont intelligents. Ils savent que l'Africain est prêt à gober n'importe quoi. Et qu'à cette époque-là, où on savait seulement que l'affaire là, ça tue tout le monde et tout ça, on te dit que prends ceci là, prends le citron, prends ceci. J'ai appris que le citron était fini au Cameroun, au marché. Il n'y avait plus de citron au Cameroun, parce qu'on disait que le citron soigne ça, ainsi de suite là. Donc évidemment, vous comprenez que si on vient dire que, oh, encore qu'il y a un blanc, Raoult, l'un des patrons de l'infectiologie du monde, et tout, en plus il est né au Sénégal, machin, tout et tout, et puis son médicament est moins cher, il y avait toutes les composantes pour que le Cameroun, l'Africain qui ne travaille qu'avec la fête, mais pas avec la raison. L'émotion nègre, la raison hélène. C'est Senghor qui avait dit ça. Non, mettez ça dans notre protocole, mettez ça. On va commander. On commande, on a vu. Covid Gate. Banditisme d'État. Pour qu'après, quand ils avaient déjà pris l'argent, ils avaient déjà mangé leur argent. Il vient maintenant dire que bon, les données de la littérature n'ont pas démontré que machin tout là. Mais les données n'ont pas démontré. Vous avez d'abord mis ça dans le protocole, pourquoi? Ça, c'est le communiqué qui retire l'hydroxychloroquine, l'azithromycine dans le protocole camerounais. Hein. On dit que les données de la littérature n'ont pas démontré que. Vous d'abord, donc en Afrique, au Cameroun, on donne d'abord et après on va vérifier. On donne d'abord. C'est après qu'on part vérifier. Comment vous avez vu ça? En Europe, hein, en France, un ministre qui fait ça, il ira en prison. Un ministre qui fait ça, il ira en prison. Ça veut dire que vous avez donné une molécule qui n'a pas fait ses preuves à des êtres humains. Il y a des articles de loi qui t'envoient en prison. Ça veut dire que Manaouda Malachi doit aller en prison.
Mais qui parle de ça? Personne. Déjà parce que les scientifiques africains, les scientifiques camerounais, les lanceurs d'alerte, ils ne sont pas outillés pour parler de ça. Les médias, quels médias? Les médias qui sont tous affamés et sont obligés de côtoyer nos dirigeants pour survivre. C'est pour ça que je vous ai dit que peuple camerounais, que chacun marche avec son cercueil. Oh. Que chacun marche avec son cercueil. On connaît l'histoire de la contamination au VIH des femmes de rue du Cameroun. Je ne sais pas trop quelle ONG, quelle entreprise, je ne sais pas trop quel organisme était venu au Cameroun pour tester, pour faire une étude sur ces femmes vulnérables. Et on leur a inoculé le VIH. Vous connaissez cette histoire? Et des histoires comme ça, il y en a partout en Afrique. Au Congo, ou je ne sais pas trop où. Il y a ça. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de dirigeants sérieux qui aiment les peuples africains. Nous n'avons pas de scientifiques sérieux, indépendants, compétents, qui sont là pour être le contrepoids nécessaire. Nous n'avons pas les lanceurs d'alerte qui ont le niveau. Les lanceurs d'alerte, même ça, c'est un métier, hein, être influenceur et tout ça. Là. Je crois qu'il faut même aller à l'école pour apprendre ça. Et pour savoir que déjà, on ne doit pas donner un avis sur tout. On doit rester focus sur son domaine. Si on est dans le domaine du caleçon, on reste sur le caleçon. Un lanceur d'alerte spécialisé dans le caleçon va maintenant venir parler de la maladie, de l'embolie pulmonaire, de la fracture et tout ça là. Non. Non. Et voilà donc comment nous arrivons dans des situations. Et donc je vous disais que je rentre dans le monde médiatique, entre guillemets, camerounais à la faveur de la Covid. Et pas que camerounais, puisque je suis passé dans beaucoup de médias occidentaux, français et autres, pour parler de la Covid. Et Canal 2, donc, pour la première fois, par ma proposition, c'était à l'époque de Carole Yemelong, qui était la patronne de la programmation. On organise le premier Skype avec quelques intervenants au Cameroun et beaucoup en Occident. Une fille en Belgique, un brillant médecin généraliste en France, moi en France, et puis des gens au Cameroun. On fait un truc. Et puis, un autre qui était aussi en France en ce moment-là, un Congolais de RDC, quelqu'un qui a aussi beaucoup fait parler de lui pendant la période de la Covid, avec un médicament qu'il aurait sorti et tout. Il est rentré même, il a été reçu par Étienne Tshisekedi dans leur think tank congolais. On a fait ça. Et j'ai fait beaucoup d'émissions et beaucoup d'autres émissions à Canal 2. J'ai donné la visibilité à Canal 2. Je suis désolé. Mais aujourd'hui, on veut me tuer. Ils ne parlent même pas de ça. Parle même pas de ça. Canal 2. Parle pas de ça. Jamais. Aucun des journalistes de Canal 2 ne m'a même appelé depuis. Donc il n'y a pas qu'Equinox. Bien sûr. Les gens disent pourquoi tu vas parler, pourquoi pas Equinox? Equinox a la responsabilité juridique, pénale. Et les choses sont en cours. L'affaire n'est pas terminée. Moi, aucune affaire d'injustice ne se termine comme ça. Je ne vais pas focaliser votre attention sur ce problème-là, mais il y a des choses qui se font.
Et tout ça va revenir en surface demain. Sur le plan juridique. Parce qu'ils avaient l'obligation, comme c'est eux qui m'ont invité, j'étais sur leur plateau, j'ai parlé, ils ont validé ça, ils ont diffusé, ils ont une responsabilité au-delà même de la déontologie. Les autres ont juste un devoir, enfin, professionnel. Bon, quand il y a une affaire, il faut parler de ça. Bon, maintenant, un média n'est pas obligé de parler. Celui qui ne veut pas parler de l'affaire qui nous réunit là aujourd'hui, de ce décès-là. Un média qui dit qu'il ne parle pas de ça, mais son droit le plus important, on ne peut pas lui reprocher de ne pas parler de ça, sauf à se dire que mais c'est quand même curieux. Mais un média qui est partie prenante d'une affaire a le devoir, l'obligation de parler de ça. C'est pour ça que moi, je m'attarde sur Equinox et que je suis en train de poursuivre Equinox sur le plan pénal, sur le plan civil et sur le plan déontologique, c'est-à-dire qu'au Conseil national de la communication. Et je vais vous dire exactement ce qui se fait là-bas. Simplement ça. Maintenant, les autres, bon, vous ne voulez pas parler, mais c'est aussi pour ça que ces gens-là, ils ne viennent plus vers moi. Vous pensez que cette affaire-ci, là, ben, ils m'auraient déjà sollicité depuis, vous m'aurez déjà entendu, enfin, ou vu dans ces médias, comme ça a toujours été le cas. Chaque fois qu'il y avait une question médicale, ils savaient me solliciter parce qu'ils savent que je suis disponible. Afin qu'après Nandje, vous ne m'avez pas vu dans un média, hein? Pas qu'ils n'avaient pas envie de moi. Et pour vous dire que mon problème, ce n'est pas simplement Equinox. Il y a plusieurs autres médias, parfois même la diffusion internationale, donc des correspondants des médias internationaux, qui m'ont contacté ou qui ont voulu me contacter. Et quand c'est comme ça, c'est pas compliqué parce que c'est l'actualité. Et que je fais partie de ceux qui aujourd'hui essaient d'éclairer l'opinion. Donc, il y a beaucoup qui auraient bien souhaité m'avoir. Mais ils savent qu'ils ne peuvent même pas tenter. Tout ça, c'est pour vous dire que je suis désolé. Je ne cours pas après la lumière médiatique. Je suis désolé. Sinon, je vais faire comme beaucoup de gens. Bon, on a voulu me tuer, bon, je suis quand même pas mort, bon, donc ça va. Même cet Equinox-là, je serais passé là-bas parce que Equinox m'a sollicité plus d'une fois. Après qu'ils savaient déjà que je ne suis pas content d'eux. Ces enfoirés-là m'ont quand même sollicité. Pour l'actualité médicale. C'est satanique. Mais il faut être quand même courageux. Tu participes à étoffer une affaire, à retirer même la partie de l'émission qui décrit la mauvaise formation au Cameroun. Tu enlèves ça de tes supports, tu enlèves ça de ton YouTube pour cacher la vérité. Tu n'enquêtes pas, tu ne parles pas de cette affaire. Et tu invites ces personnes à venir parler. Mais il faut être satanique. Je suis désolé. C'est vrai que ben, il a une posture diabolique. Il faut être diabolique pour se comporter comme ça. Et ce que vous ignorez, c'est vrai que participe a participé indirectement au décès de ce monsieur, de ce journaliste-ci. Il a participé, puisque nous voyons bien qu'il y a quand même un problème de formation, de prise en charge au Cameroun. Que les médecins camerounais ont quand même un problème de compétences. Séverin Tchonke a enlevé de la page YouTube, de Facebook, il a enlevé
la partie de la vérité en face où je décris la formation médicale au Cameroun. Il a enlevé ça. Je vous dis encore que Séverin Tchounkue a enlevé cette partie-là. Elle n'existe plus sur YouTube. Allez sur YouTube. Tout est déjà consigné. Il peut même s'il vient recoller maintenant là. Tout est déjà consigné. J'ai fait faire un constat d'huissier. Il y a un constat d'huissier qui montre que Séverin Tchounkue, sur tous les épisodes, les émissions La Vérité en face, toutes les émissions ont une durée moyenne de 140 minutes, 130 minutes, à peu près. C'est-à-dire 2 heures de temps. La seule émission, la seule de La Vérité en face, qui est écourtée d'à peu près 44 minutes, qui ne parle que du premier sujet qui concernait l'ordre des médecins, c'est l'émission d'Aimé Boni. Allez donc m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi toutes les émissions de La Vérité en face sont complètes dans le serveur d'Equinox, sauf celle qui parle de la formation des médecins au Cameroun, celle qui parle donc de la vie des Camerounais. C'est qui fait qu'aujourd'hui, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe avec Samy Lenoir, Cabré Nandjip et autres. Il n'y a que ça. Allez donc me dire que c'est vrai que vous aime. Vous les gens là qui ne voulaient pas trop réfléchir, qui pensaient que bon, parce que quelqu'un dénonce ceci, dénonce cela, donc quand il est sélectif dans sa dénonciation. Pourquoi? Qui a demandé à Séverin Tchounkue de couper cette partie? Qui avait intérêt à ça? Je vous laisse deviner. Expliquez-moi. Et allez donc me démontrer que Séverin Tchounkue n'est pas un indique du pouvoir. Lui qui est le président de, je ne sais pas trop comment ils appellent l'organisme, la commission celle qui donne les cartes aux professionnels des journalistes. Celle qui donne les cartes aux professionnels. Donc, c'est que celui qui décide que bon, toi, je fais toi un journaliste, toi, non, toi, je donne la carte d'accréditation, toi, je ne donne pas. C'est Séverin Tchounkue. Vous me dites qu'il est de l'opposition. Vous connaissez au Cameroun, est-ce que vous connaissez un organisme important? Oh, les médias sont importants. Les médias font la propagande du pouvoir. Vous connaissez donc un organisme important au Cameroun qu'on attribue à un homme neutre ou de l'opposition? Parce que le média, par définition, fait partie de l'opposition démocratique. Vous connaissez? Séverin Tchounkue est donc celui qui décide que toi tu es... Pour l'instant, je ne vous donne pas encore le A1 de ce monsieur que je connais. Parce que je suis dans ce milieu. J'ai côtoyé le milieu journalistique. Beaucoup de choses se disent dans les coulisses. Laissez-la. Laissez ce que vous voyez là. Quand vous êtes assis chez vous là, vous voyez le journal. On parle, on décrit ceci, on montre les images. Le pouvoir de Yaoundé est très intelligent. Hein. Il faut vous donner l'impression que vous êtes dans un pays démocratique, qui a une liberté d'expression, qui a même des médias qui vraiment sont complètement contre. C'est pour ça que vous avez le reflet de dire que c'est le seul, c'est le seul qui ont parlé de nous quand on était en prison et machin truc là. Vous croyez que on reste 40 ans au pouvoir juste comme ça? Est-ce que vous savez pourquoi le communisme, le stalinisme, le léninisme, ces gens-là, ils ont prospéré pendant des siècles? Il y a des penseurs de la dictature. Il y a des gens qui sont là pour réfléchir simplement, qui rentrent dans vos cerveaux.
qui comprennent la mentalité du peuple. Et on vient donc théoriser des politiques qui vont permettre le maintien d'une dictature. Les choses ne sont pas faites au hasard. Et dans cette théorie du maintien de la dictature, où il faut endormir le peuple, il faut donner au peuple l'illusion qu'il y a un avenir, un espoir. Mais on prend un média, ou quelques médias, on dit que bon, vous, voilà votre ligne éditoriale. Je suis désolé pour vous, Equinox, et cet instrument-là. Je suis désolé. Séverin Tchounk, c'est un indique du pouvoir de Yaoundé. Et croyez-moi, ma bataille avec ce monsieur ne fait que commencer. Elle ne fait que commencer. Mes cibles sont identifiées hein, au Cameroun, c'est pas compliqué. Vous avez monsieur le professeur Famendongo, avec son bras droit, professeur Maurice Aurélien Soso, mon oncle, donc je n'ai même pas reçu un petit SMS quand ma mère est morte, sa cousine, un homme très méchant, un homme très méchant, qui ne sait même pas qu'il faut se reposer. Voyez-moi quelqu'un. Quand on était jeune, quand c'était notre aîné, on a grandi ensemble. Enfin, quand on a grandi, moi je suis plus jeune que lui, et de loin c'était nos grands frères. On a dit qu'il est brillant, c'est un brillant. Oui, c'est un brillant. Je dis encore que ce monsieur-là, il est brillant. Parti à Bordeaux, il a fait brillant, mais, dis donc, un brillant qui ne sait pas que on se repose dans la vie. Quand on se repose dans la vie, on se repose dans la vie. Voilà le monsieur, il est à 2 prolongations de ses services. Il ne veut pas partir à la retraite. Toujours en train de négocier auprès de Paul Biya. Et comme, vous savez que la gérontocratie a pris le pouvoir au Cameroun. Tout est bon pour prolonger tous les croulants. Donc là, il va peut-être avoir une 3e prolongation inédite dans le monde. Inédit. Et de la part d'un universitaire. Ouais, le bail. Universitaire, ça veut dire qu'il n'a pas fini de construire sa maison, de machin, avec tous les postes qu'il a eu, il a toujours eu que les postes. Il faut toujours prolonger. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne savent vivre qu'avec le faste. Ils ne savent vivre qu'avec le faste. Un recteur a un garde du corps. Donc partout sur ce balade, garde du corps. Et on sait que c'est un signe de réussite sociale, de pouvoir et tout. Garde du corps. Un recteur doit avoir un garde du corps, pourquoi? Dites-moi un peu. Dans un pays où certaines personnes ne se nourrissent que de beignets haricots bouillis, à la richesse nutritive très discutable. Dans un pays comme celui-là, un recteur a un garde du corps. Donc vous imaginez tous les autres avantages. Et un monsieur comme ça là, qui vit dans ça depuis... Pourquoi vous n'allez pas vouloir qu'il négocie toujours qu'on prolonge son truc là? Puisque s'il part de là, vous voyez quelqu'un qui est habitué 24 sur 24 d'avoir un garde du corps, donc un chauffeur et tout ça là, du jour au lendemain il se retrouve donc en train de porter son sac. De porter son sac. Mais il va avoir un AVC. Pour ça, ce sera un AVC si du jour au lendemain il n'est plus recteur. Puisque déjà, il rêve d'être ministre depuis. Il fait tout pour être ministre. Voilà.
On peut rester 2 jours à vous parler. Oh, vous avez des choses à faire. Moi aussi. Moi aussi. Je m'en fous. Désiré Nyakatu, dès qu'on parle de l'équinoxe, vous sortez les venins. Maintenant, hein, je suis déjà vacciné. Ils peuvent sortir tous leurs venins, mais ils vont toujours être là. C'est ce qui est drôle. Hein. J'avais supplié les fanatiques d'Equinox de partir de ma page, de partir, que je ne lève pas. Je vous assure que personne ne partait. Personne ne part. Ils sont là. Tu comprends pas? C'est terrible, mais ils sont là. Ils vont jamais partir. Et puis, il y en a même que j'ai bloqué, mais après je les retrouve. Pardon, vous allez me dire comment est-ce qu'on fait ça? Il y a des gens que j'ai bloqués. Et comme il y a 2 options, ou tu bloques seulement le numéro, ou tu bloques tous les profils, tout ça. Moi, je mets toujours bloquer tous les profils. Après, je vois le gars revenir avec le même nom et tout ça là. Je dis que merde. Je vais faire comment avec les gens ici? Donc, peut-être ils restent même là. Au moins, ils vont souffrir d'entendre que c'est vrai que c'est un indique. Que Equinox, c'est une fausse télé. C'est une télé du RDPC. Qui a seulement pris l'autre lit d'électorat voulu. Parce que tout le monde ne peut pas faire comme Vision 4 ou CRTV. Il faut bien machin truc. C'est ça la dictature moderne. Qu'est-ce que vous voulez? Donc les gars, je suis fatigué, j'ai des choses à faire. On se prend donc ce soir. Alors déjà comme ça on peut dire, hein, dites-moi un peu, vous, quelle est l'heure idéale pour vous? Est-ce que c'est heure du Cameroun? Est-ce que c'est 19h? Est-ce que c'est 20h? Est-ce que c'est 21h? Pas plus tard que 20h, parce que 21h au Cameroun, c'est 22h en France. Et ça commence à faire tard. Dites-moi un peu sur TikTok et puis sur Facebook. Je vais un peu vous écouter. Vous préférez qu'on se prenne à quelle heure? Quelqu'un dit 20h. Sur TikTok, j'ai 20h. Sur Facebook, j'ai 20h. Ok. J'ai sur Facebook, j'ai aussi 19h, j'ai 21h. J'ai 21h, Olga Kessler. 21h. 20h. 20h est mieux, 20h du Cameroun. Quelqu'un dit 20h à Paris, ça veut dire 19h là-bas. Bon, allez. 21h. Bon, ce qu'on va faire. Alors, on met donc 20h30. 20h30 au Cameroun, c'est-à-dire que 21h30 en France. L'argument aussi, c'est que ceux qui aiment suivre les informations, parce que c'est important et je ne dois pas être aussi celui qui participe à la désinformation, au manque d'information des gens. Voilà. Je dis 20h30 au Cameroun parce que les journaux seront finis, les journaux du soir. Et on démarre à 20h30. Donc il sera 21h30 en France. Ce n'est pas encore si tard que ça. Donc, ce soir, 20h30 au Cameroun, 21h30 en France, je vous apporte des informations béton. Ok, donc, j'ai plus besoin de faire le communiqué, vous avez suivi, 20h30 au Cameroun, 21h30 en France, ce soir, on se prend. Allez, à bientôt.